Bon, des jeunes qui se cherchent, c'est pas rare. Mais ça arrive des fois que des gens se coupent totalement du monde. Et là, ça devient sacrément la merde parce que quand tu restes des années enfermé dans ta chambre, je peux te dire que c'est plus difficile d'accueillir la joie dans ta vie après. Dans la culture populaire, le hikikomori, c'est la personne qui s'enferme dans sa chambre et à qui on apporte à bouffer de temps en temps. Mais on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. Déjà, c'est complexe parce qu'on n'a pas de définition claire du concept, même si certains pays ont essayé de faire des guides, des recommandations pour essayer de les identifier. Et d'autre part, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a plein de noms différents de ce phénomène. Bon, par exemple, on appelle ça hikikomori au Japon, mais dans notre milieu, on appelle ça l'énite ou alors des shut-in. Et les chercheurs, eux, ils essaient plutôt de parler de retrait social du jeune. Donc on va essayer déjà de définir ce que c'est, mais il faut garder en tête qu'il n'y a pas de classification médicale clairement établie sur le phénomène. Le débat est encore ouvert là-dessus. Avant de commencer, on va quand même clarifier quelque chose. C'est les chercheurs, ils parlent d'ikikomori primaire et secondaire. Secondaire, c'est quand le retrait social est dû à une pathologie clairement identifiée, comme une phobie sociale ou une schizophrénie. On va pas en parler du coup aujourd'hui, parce que dans ce cas, il vaut mieux comprendre la pathologie initiale pour comprendre la personne. Aujourd'hui, on va juste parler des hikikomori primaires, ceux dont le premier problème est justement cet isolement social. Donc il y a 3 points à prendre en compte quand on veut parler d'ikikomori. Le premier, c'est le retrait social du jeune, c'est-à-dire que ses relations sociales diminuent fortement. Alors, évidemment, c'est pas du tout ou rien. On a ceux qui refusent tout contact avec un autre être humain, ceux qui n'ont plus d'amis, mais qui gardent des relations avec la famille, ou alors ceux qui peuvent avoir des relations sociales, mais que par écran interposé. Bref, en fait, il faut juste garder l'idée que les relations sociales se sont dégradées nettement à partir d'un moment donné. Le deuxième point, c'est le lieu du retrait. Typiquement, on représente l'ikikomori qui ne sort pas de sa chambre, mais là, c'est ce qu'on appelle un peu l'ikikomori hardcore. Parce que l'ikikomori, il peut juste rester cloîtré dans sa maison, ou même pour les hikikomori softcore, qui peuvent sortir juste pour aller acheter le nécessaire. Évidemment, tous les hikikomori n'arrivent pas à travailler et n'arrivent pas à aller en classe. Le troisième point, c'est le temps de retrait nécessaire pour affirmer qu'on est un hikikomori. Parce que si le gars il s'enferme un mois parce qu'il s'est fait larguer, c'est pas un hikikomori. Des chercheurs pensent que 6 mois c'est un bon chiffre, mais il y en a d'autres qui rétorquent que quand on compare l'état d'un hikikomori de 6 mois ou de celui d'un hikikomori de 3 mois, c'est quasiment le même. Donc autant dire 3 mois. Apparemment, si tu t'isoles chez toi pendant 3 mois, cela donne assez de temps à ta vie pour se dégrader, que cela soit en termes de retard scolaire, de travail, ou le temps de perdre le lien avec le monde extérieur. Donc actuellement, on n'a pas de possibilité de faire un diagnostic clair du phénomène. D'autant plus quand il y a les hardcore et les softcore. Ça n'a pas empêché les chercheurs d'essayer d'étudier le phénomène, même s'il faut quand même prendre du recul sur les recherches qui sont quand même assez jeunes sur le sujet. Alors, il y a des chercheurs qui ont proposé 3 pistes principales pour expliquer ce que c'est les hikikomori. Enfin, apparemment, il y aurait plutôt 3 types d'hikikomori différents. Pas trouvé de traduction française, donc je vous mettrai les mots en anglais. Comme ça, vous pourrez faire votre propre traduction. On aurait les surdépendants, les dépendants inadaptés et les contre-dépendants. Pour chacun, je vais vous définir ce qu'ils sont et pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Et ce qui est cool, c'est qu'on pourra en conclure plein de choses sur l'éducation. Alors, en premier, on a les surdépendants. C'est en fait des personnes au système d'autonomie très faible. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à vivre dans le monde qui les entoure. L'explication est éducative. Ils sont issus de familles en général qui ont pris toujours soin d'eux, qui ont toujours été là pour eux. Les parents ont toujours pu les garder dans leur zone de confort et eux n'ont jamais eu à en sortir. Le problème, c'est que pour prendre soin d'un enfant, c'est aussi important de lui apprendre à vivre seul que de s'occuper de lui. Dans la plupart des cas, c'est le gamin qui va sortir de la zone de confort, quitte à se friter avec toi pour pouvoir le faire. Donc, pas besoin que tu te fasses chier à trop l'autonomiser, puisqu'en fait, il va le faire lui-même. Mais il arrive que des enfants aient des tempéraments peu prompts à l'autonomie et qui sont bien tranquilles près de leurs parents. Et là, ils sont très agréables, ces enfants, mais quand arrive l'adolescence ou le début de la vie adulte, quand socialement ils doivent se débrouiller sans leurs parents, eh bien ils ont des années d'entraînement en moins, comparé au gamin qui a cherché à sortir de sa zone de confort fréquemment. Devant la difficulté, le gosse peut renoncer et finir par s'enfermer chez lui où il est tout confortablement installé. Apparemment, ce seraient les cas les plus hards de hikikomori, car ayant des parents très attentifs à eux, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, du coup, ils n'ont aucun intérêt à en sortir. Ensuite, on a les hikikomori inadaptés.
qui peuvent se rapprocher de ce qu'on appelle les personnalités borderline. Eux, contrairement aux précédents, ont souffert d'une éducation inadaptée. Ils ont donc des problèmes de relations sociales, de contrôle d'eux-mêmes, et surtout ils ont peur des autres. Ceux qui vont faire foirer leurs relations sociales, et devant les échecs répétés des relations sociales, ils sont amenés à se renfermer de plus en plus sur eux. Eux, ce sont les hikikomori les plus ambivalents, qui peuvent alterner entre retrait et tentative de lien avec les autres. Et enfin, on a les contre-dépendants. Eux, c'est une population qui avait fortement intégré les exigences de leurs parents ou de la société. Que ce soit la pression qu'ils se mettent pour les notes, sur l'avenir, ou toute autre joyeuseté détestable. Le système se tient quand ils sont jeunes, parce que les enfants sont quand même pas mal calés sur les interactions avec les parents ou les autres, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils s'éloignent de leurs parents, se crée un décalage entre ce qu'ils sont et ce qu'ils ont appris. Et au bout d'un moment, le système il s'écroule et ils rejettent leur enseignement en bloc. Le problème, c'est qu'ils ont passé des années à suivre quelqu'un et ne savent pas qui ils sont. Donc le retrait social ici, ça serait plutôt un passage où l'ikikomori réorganiserait sa vie, trouverait ses propres valeurs. Le problème, c'est que quel que soit le type d'ikikomori, même avec les contre-dépendants, le problème s'empire au fil du temps, parce qu'il va s'isoler, du coup il se met de plus en plus en décalage avec les autres, donc il devient de plus en plus difficile de sortir et de se chercher une place dans un groupe, sans avoir peur du décalage. Bon, il y a d'autres facteurs qui vont venir influencer les probabilités du phénomène, comme le harcèlement scolaire ou les difficultés à trouver un emploi, mais selon les chercheurs, actuellement, c'est le modèle le plus complet qui a été trouvé. Donc voilà ce qu'on sait en gros du développement d'un hikikomori. Maintenant, on va voir ce qu'on y fait. Alors, comme dans tous les domaines qu'on commence à étudier, il n'y a pas de recommandations clairement établies. Donc il y a plein de choses qui ont été testées et on ne sait pas exactement quelles sont les meilleures approches. Mais je vais quand même vous en parler. La première approche, c'est une approche thérapeutique. On voit le gamin en face à face, quitte à l'associer avec antidépresseurs ou hospitalisation, bref, une approche médicale. Il y a pas mal de thérapies différentes qui ont été testées, dont le but principal est la compréhension du cas particulier du monsieur et les enjeux psychologiques en termes d'attachement et de lien à la société, mais on n'a pas de psychothérapie ou de test qui dit qu'il vaut mieux l'une que l'autre. La deuxième type d'approche, c'est une approche sociale, comme par exemple avec des activités de groupe ou des groupes de parole. Là, l'objectif, c'est de proposer à l'ikikomori un espace dans lequel il pourra se sociabiliser sous la supervision d'un superviseur qui cadre le groupe. Et ça évite du coup à l'ikikomori de se confronter à des situations trop dures à gérer pour lui, comme le harcèlement ou le malaise devant des inconnus. Le troisième type d'approche, elle est éducative. Il s'agit en fait d'apprendre aux ikikomori les compétences dont ils manquent pour affronter le monde. Par exemple, l'affirmation de soi, la gestion de ses émotions, ou encore des compétences sociales de base. Il y a aussi des propositions de cours d'économie, d'entrée dans le monde du travail, qui le permettent une réinsertion plus facile après des mois passés isolés. Et il peut exister aussi des suivis scolaires ou jobers avec des horaires adaptés afin de ne pas rendre trop dur l'entrée dans la vie sociale. C'est un problème encore peu étudié, donc il n'y a aucun moyen de prédire l'approche la plus efficace. Ce que proposent certains auteurs, par contre, c'est d'adapter la prise en charge en fonction du type d'ikikomori. Par exemple, les surdépendants, ils ont tout ce qu'ils veulent chez eux. Donc ils n'ont aucun intérêt à se sociabiliser ou bosser. Les approches sociales et éducatives, elles n'ont encore aucun intérêt, ils en ont rien à foutre, et du coup il vaut mieux adapter une thérapie individuelle pour les autonomiser. Pour les inadaptés, étant donné qu'ils recherchent souvent du lien et ont du mal à le trouver, les espaces de groupe pourraient les aider à rencontrer des gens et la régulation du superviseur permettrait de ne pas les laisser s'enfoncer dans leur merde habituelle et contrôler que la sociabilisation fonctionne bien. Ça permettrait de leur redonner confiance en eux, en l'être humain, et à pouvoir sortir plus facilement sans peur. Et les contre-dépendants, par contre, ils pourraient refuser l'aide qu'on leur apporte avec une thérapie individuelle ou des groupes qui seraient trop rigides pour eux, car justement, ils essaient de se trouver et rejettent l'ordre que l'on a tenté de leur imposer. Dans ce cas, c'est les mesures éducatives où le but est de leur apprendre à se débrouiller tout seul qui seraient le plus appropriées. Là, on voit que le sujet est déjà complexe, qu'il y a différentes approches qui proposent l'intervention de plusieurs groupes de métiers, médecins, infirmiers, éducateurs. Et ce qui complique encore plus la prise en charge, c'est que vu le niveau d'isolement des individus, aller les faire adhérer à des programmes, c'est très compliqué. Assez compliqué pour que même les chercheurs pensent à faire des programmes par Internet pour commencer le début de la prise en charge. En attendant, je continue à dire de prendre du recul quand même sur ce qui est raconté ici parce que les recherches commencent à peine et on ne sait même pas encore si l'ikikomori japonais est le même que le NEET aux États-Unis.
D'ailleurs, des chercheurs se demandent, est-ce qu'on appelle ça le retrait social du jeune, ou alors est-ce qu'on parle de troubles liés à la culture? Maintenant, t'en sais un peu plus sur les hikikomori. Maintenant, si tu veux savoir d'autres choses sur plein d'autres maladies, tu peux aller voir les vidéos là ou là. Et puis en attendant la prochaine vidéo sur les narcissiques, bonne journée!